Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons sur le plateau aujourd'hui Madame Nadia Yousfi. Donc Nadia Yousfi qui est députée, qui est aussi sénatrice, chef du groupe PS à la commune de Forêt, il est aussi conseillère communale. Madame Nadia Yousfi, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Et un grand merci pour l'invitation. Donc Nadia Yousfi, on va commencer par une première question. Parlez-nous un peu de vous. Qui vous êtes, Nadia? Qui je suis évidemment, comme on peut l'imaginer, je suis d'origine marocaine. Et donc, moi, je suis pas née ici. Donc, moi, je suis arrivée, j'avais 9 ans. Donc, je suis née au Maroc, je suis née à Casa. Vous êtes née au Bled? Je suis née au Bled, fille du Bled. Et donc, le Walid, il est Rifa, donc le Hassima. Et le Walida, elle est casablancaise, mais d'origine Sosia. Donc, je suis née à Casa. Donc, les 4 meilleurs enfants, on est nés à Casa. Donc j'ai fait une petite part jusqu'au début de la 4e primaire. Je l'ai fait au Maroc, oui. Et j'ai terminé ici ma 4e année primaire. Ça s'est super bien passé parce qu'on était très très bien préparés à l'enseignement public. En plus, à ce moment-là, l'enseignement public était vraiment de grande qualité au Maroc. Donc on était très bien préparés. Même en avance, même si je me souviens bien en plus de ça sur ce que disaient mes instituteurs à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai terminé mes études. Je suis une fille de Forêt, donc depuis qu'on est venu, on a habité Forêt, ça a été vraiment notre commune. Et puis voilà, donc je suis quelqu'un qui se prédisposait à devenir médecin, parce que c'était vraiment ça que je voulais faire et pas autre chose. Oui, mais avec le soutien de mes instituteurs en primaire, qui vraiment, et pourquoi vous avez changé disait à mon père, elle doit y arriver. Donc mon père, en plus de ça, c'était le seul salaire de la maison, donc pour lui, pas d'inquiétude, pas de job ni rien, il fallait. Donc j'étais très bonne. Qu'est-ce qui arrive à ce qu'on change un petit peu de parcours comme ça? Mais je pense à l'expérience de la vie, donc les choses qu'on peut vivre à travers sa famille, à travers ses proches, à travers ses amis. Les obstacles aussi. Les obstacles aussi, oui, ce sont des choses négatives, mais et ça je rends toujours hommage aux parents et à mon père et ma mère en particulier, qui nous ont un peu toujours appris d'utiliser les obstacles comme des éléments qui boostent et pas qui freinent, même si c'est difficile, et donc ça a toujours été comme ça, et voilà. Adolescente, moi, depuis toute jeune, étant la grande, c'est moi qui m'occupais des démarches administratives, du soutien des petits frères et petites sœurs, d'aider ma mère, d'aider mon père dans des tas de démarches, traduire tous les documents qui arrivent. Donc c'est un rôle qu'on a depuis toute petite avec les parents, et c'était logique et normal. Et à travers ça aussi, à travers ces démarches-là, on voit son père se faire arnaquer par des propriétaires, n'a pas avoir ses droits devant un juge de paix, parce qu'il ne connaît pas ses droits. Et donc c'était vous qui prenez l'initiative justement pour l'accompagner. Qui l'accompagnait. Donc c'est des choses qui vous marquent, même si quand on est petit, c'est pas des choses qui nous parlent directement, mais c'est des choses qu'on emmagasine et qu'on trouve pas normales. Et puis évidemment, en grandissant, on a tous un frère dans certaines familles qui va pas bien. Donc autour de ça aussi, l'observation de comment fonctionne la justice, les 2 poids 2 mesures. Et puis un jour aussi arrive malheureusement quelque chose de dur dans la famille, qui sont que ma mère, enceinte de 8 mois et demi, et mes frères sont victimes de bavures policières. Nous, à Forêt, on était quand même connus, la police de Forêt était quand même connue pour être, même elle était surnommée la police cow-boy. Donc on avait quand même pas mal de problèmes de quelques agents, il y en avait 3-4. Donc je précise bien quand même quelques-uns, mais qui ternissent évidemment, comme pour tout groupe, le reste du groupe, et qui avaient, comme on dit, la matraque facile. Et donc ils tabassaient les jeunes. Et donc les gens ne connaissaient pas leurs droits, avaient peur. Les parents ne voulaient pas de problème. Et donc voilà, quand votre famille est victime de ça, vous êtes le porte-parole, et voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, vous vous tournez vers des choses qui essayent à la fois de vous faire comprendre le fonctionnement, le dysfonctionnement d'une société, et de l'autre côté, comment vous pouvez arriver à aider d'autres. Donc vous êtes orienté vers le social et vers vraiment, au début, puis la politique par après. Je n'ai pas du tout de regret, donc c'est vrai qu'être médecin, c'est très bien aussi parce qu'on sauve des vies, on aide des gens, mais j'avais vraiment à travers ce que j'ai vécu et à travers ma famille, c'est comment, connaître le fonctionnement, connaître un peu mieux, comment arriver à être informé de ses droits, de ses devoirs, bien sûr, mais de ses droits aussi. Ça, on rappelle souvent les devoirs aux gens, moins leurs droits. Et de l'autre côté, comment je pouvais aider d'autres à se sortir aussi de ça, parce que c'est ça, les gens restaient enfermés dans leur... j'ai des gens chez nous victimes de bavures, des jeunes, il y en avait plein, mais qui avaient peur, qui n'avaient pas les moyens, qui n'étaient pas accompagnés. L'accompagnement est important aussi. Et voilà, qui fait qu'un jour, on change complètement, et j'ai pas du tout de regret, franchement. Alors le déclic vers la politique?
Et le déclic vers la politique, ben voilà, les bavures, je me suis occupée du procès on était la première famille d'ailleurs à Forêt, dans pas mal d'endroits, à oser déposer plainte contre la police. Ça a duré 3 ans. On prévenait les autorités de faire quelque chose, sinon ça allait exploser. Et donc c'est ce qui est arrivé, les fameuses émeutes 91 à la place Saint-Antoine, qui est mon quartier où j'ai grandi. Voilà, les autorités n'ont pas écouté à ce moment-là, voilà, ça a explosé parce qu'on a tabassé une famille en plein milieu d'une place. Et qu'à un moment donné, les gens en avaient marre. Et c'est vrai qu'on a parlé des problèmes socio-économiques, mais les gens avaient leurs problèmes socio-économiques dans le quartier, mais ce qu'ils ne pouvaient plus supporter, c'était aussi l'injustice et la façon indigne dans laquelle ceux qui étaient censés les protéger les traitaient. Et la région bruxelloise, à ce moment-là, a créé ce qu'on appelle les médiateurs sociaux. Donc on était les premiers médiateurs communaux sociaux, mon collègue et moi, donc dans toute la Belgique, c'est à Forêt. Et donc ça a été aussi 14 ans vraiment un boulot que j'adorais vraiment énormément. Et votre rôle, c'était d'être intermédiaire entre les citoyens et l'administration. Et l'administration, donc les autorités politiques, mais l'administration aussi, parce qu'il y avait des problèmes de non-respect des droits des étrangers. Par exemple, quand un étranger allait venir s'inscrire, en fait, il y avait vraiment des grosses lacunes et des gros dysfonctionnements. Et donc là, on a pu vraiment faire améliorer les choses. On était un service aussi à la fois social et juridique parce que nous-mêmes on avait créé la première permanence juridique communale gratuite de première ligne, ce qui a un peu donné la base des maisons de justice après. Et donc on avait créé ça et donc les gens, il y avait un accompagnement, l'information et l'accompagnement, il y avait les deux. Parce que je pense que l'information toute seule, c'est très bien que les gens savent, mais les gens doivent savoir où aller et être un minimum accompagnés, surtout pour les dossiers les plus durs, sinon ils baissent les bras. Et donc c'est vrai que pendant 14 ans, ça a été ce travail-là, mais ça a été aussi participer à créer pas mal d'organes qui manquaient. Donc par exemple, on a fait de véritables élections pour un comité de quartier à Saint-Antoine. Le but et l'objectif étaient doubles, notamment à la fois que les gens du quartier aient leurs propres représentants, parce que c'est ce qu'ils critiquaient, que ceux qui étaient là ne les représentaient pas et pas leurs intérêts. Et de l'autre côté, comme de plus en plus de personnes d'origine marocaine et étrangères devenaient belges, c'était important aussi faire un exercice autour du droit de vote. C'est quoi le droit de vote? Aussi un peu démystifier tout ça. Et vraiment, on avait fait appel à candidature, on avait fait vraiment des listes électorales dignes de ce nom, un bureau de vote un dimanche matin, avec l'isoloir, avec l'urne, les dépouillements en fait de A à Z. Et donc je me rappelle encore, c'était monsieur Serge Moreau qui s'occupait d'un organe représentatif des personnes d'origine étrangère, nous avait invité mon collègue et moi parce qu'ils avaient été un peu interpellés positivement par cette expérience et nous avaient demandé un petit peu comment s'y était pris, etc. pour faire ça. Et donc ça a été vraiment un chouette exercice, comme organiser, aider les parents à créer leur propre organe de représentation. Par exemple, nous on avait remarqué, parce que nous on souhaitait être à Saint-Antoine et le seul bureau qui était disponible, c'était dans mon école, l'école 9, là où je suis arrivée quand j'étais petite du Maroc. Et donc, pour être vraiment au centre du quartier où il fallait vraiment développer beaucoup de choses et pas être dans une commune, commencer à 8h, terminer à 4h30, c'était pas le propre de notre travail. Même si on faisait trop d'heures, c'était pas grave, mais il fallait être vraiment au centre de l'action. Et là, évidemment, on s'est rendu compte que dans l'école, il y avait 2 parents qui étaient choisis par la direction pour représenter les parents. Par exemple, dans ce qu'on peut appeler le conseil des parents, ce qui était quand même assez interpellant. Non pas que les directions étaient toujours de mauvaise foi, mais parfois on ne trouvait pas les parents. Alors on s'est dit, on va faire le même exercice, comme on l'a fait avec le comité de quartier, et donc on a fait en sorte qu'il y ait une association de parents d'origine maghrébine, qui est justement l'association de parents d'origine maghrébine de Saint-Antoine, qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, donc elle continue vraiment et elle fonctionne super bien. Et c'était les papas, parce qu'on critiquait beaucoup les papas en disant ils sont au café, ils sont pas là, etc. Et donc des tas de papas étaient scandalisés en disant mais non, on s'occupe de nos enfants. Donc on a mouillé les papas au départ, et puis ils ont demandé à des mamans après de les rejoindre dans le conseil d'administration. Et c'était à la fois une association de parents d'école, mais dans le quartier. C'était vraiment à la fois l'école dans le quartier, vice-versa, et créer le lien. Donc tout ce travail était fait au niveau de Forêt pendant 14 ans, donc il y a eu ça, il y a eu la création de la maison de quartier, la création d'une maison de femmes. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui au niveau de la cohabitation, au niveau de... Mais franchement, c'est ça que très souvent, ce
qui me désole, et c'est pour ça que j'en arriverai à pourquoi je suis arrivée en politique, chose que je ne souhaitais pas du tout avant, je le dis clairement. Très souvent, on parle beaucoup de vivre ensemble, de faire ensemble, etc. Mais à aucun moment, c'est bien dommage, sauf pendant maintenant le ramadan où un peu on va voir régulièrement les gens chez eux, et c'est très bien, ou dans les associations, mais il y a des gens qui au quotidien bossent depuis des années, et c'est vraiment, c'est en même temps un travail ingrat que celui du travail social, parce que c'est pas quelque chose qui est palpable, les résultats, c'est pas quelque chose mais c'est vraiment un travail vraiment qui est génial, qui est super, parce que... Qui a besoin peut-être d'être médiatisé, diffusé, etc., je pense. Oui, parce que franchement, moi j'étais assistante sociale, j'étais travailleur social, et donc vraiment je rends souvent hommage aux travailleurs sociaux, non pas parce que j'ai été, mais parce que je le connais, et je sais ce que ça demande comme temps, investissement, de volonté, parce qu'il faut vraiment aimer aussi le faire, parce que c'est pas des boulots non plus, on gagne des sommes en termes de salaire, mais c'est vraiment, moi j'ai eu 14 ans de ce travail-là qui a été génial, et donc c'est vraiment... Il y a des choses, les gens au quotidien, que ce soit des maisons de jeunes, que ce soit des maisons de femmes, que ce soit des associations, ils font un travail au quotidien, vraiment. Et c'est vrai que parfois, quand on entend à la télé, il y a tel problème, je dis, mais certains journalistes sont souvent très très loin des réalités qui se vivent et qui se... Dans les quartiers, dans les quartiers. Et donc là, il y a un tissu associatif et de plus en plus de citoyens bénévoles, on le voit, parce qu'on voit souvent le collectif des citoyens. Mais ça, par exemple, rien que par rapport au SDF, mais dans nos quartiers, nous, à Saint-Antoine, moi, j'ai des jeunes qui sont des adultes maintenant, mais qui font ça depuis des années, qui allaient à la gare du Midi, donner de la soupe sans médiatisation, et j'en rends hommage à, ils se reconnaîtront, il y a Hafed, il y a Jbilo, notre Jbilo, qui vraiment depuis... aller avec sa camionnette, avec les mamans qui ça fait des années qu'ils font ça, donc du boulot qui se fait à tous les niveaux, et donc il y a des choses qui se font, qui ont juste besoin d'être plus soutenues et d'être plus mises en avant. Et c'est ça qui a fait que... Et donc moi, c'est vraiment ce travail-là qui m'a formé. Non, moi, ce qui m'a amené à la politique, c'est le dysfonctionnement de certains politiciens. Voilà, c'est aussi clair que ça. C'est d'ailleurs, moi, j'étais médiatrice, j'adorais mon boulot. Je crois que si on m'avait pas embêtée, je suis encore médiatrice maintenant. Parce que je trouvais que vraiment ce travail qu'on faisait ensemble, même s'il n'était pas visible... On n'est pas venu vous chercher Non, oui, chercher, oui, depuis que je me suis occupée des bavures policières par rapport à ma famille, mais bon, ça c'était mon privé, mais après j'ai fait des colloques avec des amis jeunes sur les bavures policières, j'ai fait mon mémoire... Il y a les émeutes de 91 aussi. Puis les émeutes, déjà depuis ce moment-là, oui, bien sûr, différents partis de gauche étaient venus me chercher, oui, mais c'est vrai, sincèrement, moi à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas. Et pourquoi le Parti Socialiste Mais justement, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai toujours été quelqu'un de gauche, ça c'est clair, j'ai toujours soutenu pas mal d'amis de gauche pendant leur campagne, il n'y a pas de souci. Et pour moi-même, je ne souhaitais pas faire de la politique à ce moment-là. On fait de la politique d'une certaine manière, hein, quand on est travailleur social ou même citoyen dans l'action qu'on mène au quotidien, donc c'est une forme d'action politique citoyenne. Et je me sentais pas prête. Je pense que j'ai un tempérament de quelqu'un qui a besoin de maîtriser les choses, qui a besoin de connaître les choses. Je suis autodidacte la plupart du temps. Et une forme de terrain, c'est normal. Il faut que pour justement, parce que c'est vrai, je dis toujours, moi, tout ce qui est éthique, d'ordre privé, d'ordre moral ou autre, personne n'a à m'influencer. Donc j'ai besoin de savoir et pourquoi je vais à un tel endroit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi je suis rentrée, j'étais médiatrice en 91 et donc j'avais pas du tout de carte politique. J'ai été participer à l'examen. Je pensais pas du tout qu'on allait m'engager à Forêt parce que comme j'ai été quelqu'un qui était souvent en conflit avec l'autorité depuis les bavures policières, voilà, je pense qu'on m'a engagé. Je pense que c'est aussi parfois pour certains m'ont engagé parce qu'ils disaient elle connaît, c'est très bien, et c'est bien peut-être qu'elle connaît. D'autres certainement, bon, on va l'engager, on va lui donner un salaire et elle va fermer sa gueule. Certainement ça aussi. J'étais jeune, mais j'étais pas conne. Et bon, je pense qu'ils ont vu rapidement qu'on n'était pas du tout de cet tempérament-là parce qu'il y a des échanges par médias, donc de choses qui nous déplaisaient au point de dire si ça ne va pas, donnez-nous C4, il n'y a pas de problème, on peut pas continuer, on peut pas travailler dans des conditions X et Y. Et c'est vrai que je reconnais que, notamment que Madame de Galland et d'autres, on a pu, et le bourgmestre faisant fonction de ce moment-là, Monsieur Lenders, on a pu avoir vraiment une carte blanche suite à un conflit. On a eu d'abord un conflit clair. C'est pour ça que
comme je dis toujours aux gens, surtout la bourgmestre avec qui j'ai eu des problèmes, qui est plutôt de droite, j'avais rappelé que j'avais fait attraper à Madame de Galland des cheveux blancs, et pourtant, des années après, j'étais de la même mouvance. Au moment où j'étais engagée, je n'étais pas socialiste, j'étais de gauche, mais j'avais pas de carte de parti, mais que c'est plutôt à elle, à qui je me fais attraper des cheveux blancs, parce que elle a du tempérament, on en a aussi, mais que... On dirait pas, Nadia. Hein? On dirait pas. Ah non, avec les amis, tout ça, je suis très très gentille, tout ça, dans le travail, je pense... Non, je suis correcte, mais je pense que j'aime bien la franchise, j'aime bien les choses directes. Voilà, on est, je pense, des humains, on a tous nos failles, on a tous... Et ce que j'aime bien, c'est plutôt le langage direct. C'est peut-être que ça m'est personnel du fait de mon parcours aussi, donc voilà, de mon quartier. On va parler politique, Nadia. Alors, et justement, par rapport à ça, c'est le politique qui m'a amené ces derniers jours, toute la presse et le monde politique dénoncent le projet et les objectifs du Parti Islam. Au niveau du Parti socialiste, on n'entend pas grand-chose, à part peut-être Jamali Kasbon qui a dénoncé ça sur sa page Facebook. Est-ce que vous dénoncez aussi le fait que le Parti Islam veut instaurer un État islamique en Belgique, et il le déclare, il veut instaurer la charia en Belgique, séparer les femmes et les hommes dans le transport en commun, etc. etc. Bah, par rapport à ça, je pense qu'on va être très très clair. Hein. Donc, mon collègue Jamal a réagi, j'ai vu d'autres réagir, j'ai vu Mme Loretta Kennings qui a réagi, donc sur Twitter notamment, donc elle a été très très claire. Je pense que à ce niveau-là, les choses doivent être claires. Moi, la seule chose qui me dérange souvent, c'est que par rapport aux valeurs universelles qu'on défend tous, je ne supporte pas l'indignation sélective. Et alors, la réaction sélective aussi. Je pense que ce qui se passe avec le Parti Islam, qui n'est pas nouveau, et donc pour le moment, ce que je trouve un peu triste, c'est le même débat qu'on a par rapport à l'extrême droite. C'est à un moment donné, les médias en parlent-ils trop ou pas assez. C'est vrai que le Parti Islam, il a 2 conseillers communaux. Le responsable a été à Anderlecht, c'est quelqu'un que personne n'entend pendant 6 ans en termes d'action, de travail, etc. Arrivent les élections, on en entend parler. Et je pense que dans la situation actuelle dans laquelle est la communauté musulmane, elle n'avait pas besoin de ça. Et je pense que, est-ce que c'est volontaire ou pas, je pense pas qu'elle sert du tout les intérêts de la communauté et du vivre ensemble pour lequel tout le monde se bat et le faire ensemble. Il y a une chose qu'il faut rappeler, et ça c'est un préalable, je pense, qui est évident, on est dans une démocratie, avec une structure et avec un process qui permet à tout un chacun de pouvoir être devant les électeurs. On l'a avec l'extrême droite. Hein. Donc voilà, l'extrême droite est bien au pouvoir, malheureusement, et ce, grâce aux outils et au process que permet la démocratie. Voilà, il y a le cordon sanitaire, mais bon, le cordon sanitaire, on voit bien ce que certains partis en ont fait au fédéral par rapport à l'extrême droite depuis longtemps. On voit bien qu'il est plus que flexible, voire complètement cassé, parce que il est clair que l'accord qui était là, c'était quand même que c'était des gens qui étaient plus un peu, pas au banc de la société, mais c'est tout comme. Hein. Il faut quand même se rappeler ce que ce type de mouvement dans l'histoire a pu provoquer comme monstruosité, comme horreur. Mais que certains, malheureusement, de plus en plus, réutilisent leur propre discours. Et ça ne fait que renforcer ce discours raciste et xénophobe, parce que généralement, les gens préfèrent quand même l'original à la copie. Donc, par rapport au Parti Islam, les choses doivent être claires. Tout ce qui va à l'encontre des valeurs universelles et fondamentales d'une société démocratique ne peut pas être estimé démocrate. Et donc, moi, je les mets... tous les partis, qu'ils soient d'extrême droite ou que ce soit le Parti Islam ou autre, qui ne respectent pas les valeurs fondamentales en termes de valeurs, en termes d'égalité entre déjà les hommes et entre les hommes et les femmes, là c'est clair qu'il faut avoir une attitude la plus... Vous êtes pour interdire le parti mais je pense qu'il faut avoir un débat. Non, mais il faut avoir un débat clair dans notre société par rapport à ce type de parti, qu'il s'appelle Islam ou qu'il s'appelle Front National ou qu'il s'appelle Vlaams-Belang. Il faut à un moment donné avoir le courage d'avoir un débat clair. Parce que moi, quand je réagis moi-même sur Twitter et sur Facebook au même titre que mes autres collègues, et souvent on est généralement insulté, menacé par des racistes régulièrement. Il faut à un moment donné, et que j'entends certains, mais c'est la liberté d'expression, c'est souvent ce qui est avancé. Il y a un moment donné où
Qu'est-ce qu'on entend par liberté d'expression? Qu'est-ce qu'on entend par ces lois qu'on a mis en place contre le racisme? Qu'est-ce qu'on entend par le cordon sanitaire? Qu'est-ce qu'on entend par une réelle démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est tout? Et donc tout, même au regard de ce qui viole la loi. Donc il faut avoir à un moment donné un débat réel et courageux là-dessus en disant, ben voilà, il y a certains partis, parce que moi j'estime pas non plus que l'extrême droite, et c'est pas du tout pour défendre le parti islam, là je suis complètement contre de ce que j'ai entendu, je suis, pas parce que simplement je suis une femme, mais en tant que démocrate, il est hors de question qu'on va commencer à séparer les gens, qu'on va on n'est pas dans on est dans un état neutre, et c'est ça qui est bien en plus par rapport à la France, où il y a tout ce débat sur la laïcité à imposer, mais dans le sens athéisme du terme, on est dans un pays où une neutralité, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour tout un chacun de vivre sa foi et de pouvoir vivre ensemble, de construire un faire ensemble, c'est-à-dire un socle commun. Eux ne souhaitent pas ce socle commun. On parle même d'un État islamique, ça veut dire remplacer justement la Constitution, les lois, les jurisprudences par des lois islamiques. C'est ça veut dire un État islamique. Oui, ça va fonctionner avec des lois islamiques. Mais il y a une donne que les gens oublient, c'est qu'il y a des citoyens, qu'il y a des gens qui votent, et qu'il y a des gens, quand on voit les résultats du parti islam, moi, je ne suis pas convaincue du tout que dans le sein de la communauté musulmane, les gens sont fanats de ce type de parti. Je ne crois pas du tout. Je pense aussi qu'on oublie une réalité. Je pense que ce sont souvent des chiites qui sont une minorité ici, alors que la majorité des musulmans sont sunnites. Mais qu'est-ce qu'au fond c'est alors vrai que le discours facile comme ça, comme ça l'est à l'extrême droite, c'est des choses qui peuvent, oui, est-ce que vous n'avez pas un rôle, par exemple, en tant que politique, de sensibiliser justement et d'expliquer justement les objectifs, si, mais je pense que c'est tout un chacun à son niveau. Je veux dire, moi, je dirige. Je préside une maison de quartier à Forêt. Moi, j'ai ma maison de quartier avec la maison des femmes. Ben, c'est tous des outils. Je veux dire, là, on est au Parlement. Je pense que les responsables et surtout les décideurs politiques, de pouvoir réfléchir comment répondre à ce type de parti, que ce soit islam, que ce soit l'extrême droite, parce que bon, les partis d'extrême droite ne sont pas beaucoup plus pour l'égalité homme-femme ou les valeurs fondamentales. Ils n'en ont que faire. Mais je pense que c'est vraiment un moment de débat réel, parce que dire interdire pour interdire, c'est à un moment donné se dire, bah tiens, au niveau de la démocratie, alors il faudrait dire qu'à un moment donné, X ou Y ne peut plus utiliser les outils de démocratie. Donc, c'est vrai que pour le moment, ces personnes-là, bah, ils utilisent les outils de démocratie qui sont là et qu'on leur permet. Et donc là, ils attaquent frontalement des valeurs fondamentales qui sont des valeurs de droits de l'homme, qui sont des valeurs d'égalité homme-femme, qui sont des valeurs même d'égalité entre tout un chacun, parce que c'est ça aussi, au-delà de l'égalité, c'est vraiment l'égalité dans une société de tout un chacun. Parce que quand on sait ce que c'est quand même, un État islamique, mais je veux dire, ils ne sont pas majoritaires pour pouvoir imposer leur vue. Et en plus de ça, ils ignorent ces gens-là, et c'est ça qu'on entend c'est ça qui est triste, c'est qu'une communauté musulmane se retrouve tout le temps à se justifier de choses avec laquelle elle n'a rien à voir. Ça se trouve dans les voix, ils ont deux conseillers, pas plus. Et donc, c'est vraiment, à un moment donné aussi, que les autres comprennent qu'ils ne représentent pas toute une communauté. Une communauté, elle est plurielle, elle n'est pas homogène non plus. Nadia Yousfi, le PS reprend ses forces après des sondages très négatifs qu'on connaît tous. Bientôt les élections. Quels sont les points forts de votre parti et justement, qu'est-ce qui vous distingue des autres partis politiques pour que les citoyens puissent à nouveau faire confiance au Parti socialiste? Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut rappeler. Les sondages sont ce qu'ils sont, même si maintenant ils sont positifs pour nous. Je veux dire, il faut rester très prudent vis-à-vis des sondages, qu'ils soient positifs ou négatifs pour soi, même si pour le moment, comme je le rappelle, ils sont plutôt positifs pour nous. Je pense qu'il faut rester... C'est pas ça qui va devoir motiver notre action, mais c'est plutôt vraiment être sur le terrain, être à l'écoute, écouter les critiques, écouter vraiment... Moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont aussi critiques par rapport aux affaires. Les affaires, je pense, n'épargnent aucun parti. Tout parti qui a été au pouvoir a ses propres affaires. Et je pense que quand on a pris Publifin, le CDH était membre de ses conseils d'administration, la vice-présidence c'était quand même une émère qui est partie en sous-meaning, en silence, et dont les médias ne font pas un grand... Mais à un moment donné, tout le monde se focalisait sur le PS. Oui, c'est facile. Donc, facteur principal... C'est toujours la faute de l'autre. Donc, vous savez, moi je suis au Parlement régional et je suis au bureau. Donc, je suis membre du bureau de la région. Et quand je suis arrivée c'est vraiment... Ce phénomène-là, pour moi, schématise un peu le reste. Je suis arrivée, et donc certains partis
de gauche, qui étaient au pouvoir avant, qui se sont retrouvés dans l'opposition, on avait des débats, des décisions qui avaient été prises, et nous on interpellait là-dessus, pourquoi elles ont été prises, etc. Voilà, et donc on assumait les décisions qui avaient été prises parce qu'il fallait les exécuter. Et les gens, ah, mais c'est pas nous, c'est l'ancien bureau, et c'était la présidence, et tatati, tata, et bon, les socialistes comme par hasard. J'ai dit, écoutez, moi j'ai posé une question, je dis, moi je veux bien tout ce que vous voulez. J'étais membre du bureau de la COCOF, et je pars du principe que le bilan d'un groupe, positif ou négatif, il incombe à ce groupe-là. Et donc, j'assume, même si j'étais parfois pas d'accord à certaines choses, mais comme je suis démocrate, quand on passe au vote et que la majorité l'emporte, il n'y a pas de surprise, j'assume les choses avec eux. Et donc, quand on est quelque part et qu'on n'est pas d'accord et que l'autre n'entend pas, on se retire. Et donc, pour moi, à partir du moment où les gens ne se retirent pas d'organismes comme ça, qui ne dit mot consent, donc qu'on prenne le citoyen pour plus imbécile qu'il ne l'est, c'était quand même... Et donc c'est plus facile, évidemment, c'est le PS. Et puis le PS, c'est, oui, il y a des personnes qui ont déconné, il y a des personnes qui n'ont pas respecté certaines choses. C'est pas pour autant qu'on jette l'opprobre sur tout un nombre considérable, que ce soit d'élus à différents niveaux, de militants, parce que ça on oublie souvent, qui font un travail formidable. Qui font un travail aussi dans l'ombre, et je trouve que là c'est vraiment pas très juste pour les autres. Et en même temps je comprends parce que c'est quand même des choses qui tiennent au social, c'est des choses et on peut comprendre, et on est de toute façon dans une atmosphère, pas qu'en Belgique, et alors quand je voyage ailleurs, je le vois, c'est la même situation, de problèmes de confiance entre le citoyen et le politique. Et donc c'est aux politiques de reconstruire ce lien de confiance essentiel. Parce que sinon, alors là, c'est comme ça que malheureusement, tous ces partis populistes qui ne fonctionnent qu'avec les slogans et pas les propositions concrètes, que ces propositions plaisent ou qu'elles soient de gauche ou de droite, c'est pas ça le problème. Et c'est comme ça que ces partis-là malheureusement prennent du poil de la bête, parce qu'il est plus facile à ce moment-là d'avoir une critique, même s'il n'y a pas de proposition, que l'inverse. Nadia Yousfi, la politique de la NVA et surtout les sorties médiatiques de Theo Franken sur l'immigration, Theo Franken n'a-t-il pas raison de vouloir contrôler pour mieux gérer le dossier de l'immigration, à votre avis? Ceci fera un peu lien avec l'autre partie de votre question par rapport au Parti Socialiste, qui était mon choix, moi, à un moment donné. Je crois que si j'avais fait le choix du Parti Socialiste, c'est que pendant un moment où on n'était pas encore des voix électorales, hein, donc parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient naturalisés, c'est parce que des grands combats avaient été menés. La loi Moureau contre le racisme, au niveau naturalisation, au niveau droit de séjour, il y a quand même pas mal de combats. Au niveau sécurité sociale, c'est quand même pas n'importe qui. Les acquis importants qui, pour moi, par rapport à une population fragilisée dont la communauté d'origine maghrébine faisait partie, avait dicté mon choix. Donc par rapport au Parti Socialiste, et donc les valeurs qui animent ce parti. Et donc ça ne change pas. Je veux dire, moi, comme je dis toujours, les valeurs auxquelles on croit, ou elles restent, si elles sont si fondamentales que ça, ou on en reste imprégné jusqu'au bout, on n'en reste pas imprégné. Alors ça. Mais Theo Franken parle, lui, des sans-papiers, oui, bien sûr. Et en sachant que au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de politique claire, par exemple, pour les sans-papiers en Belgique. Non, je pense que là, il y a quelque chose qui est ahurissant pour moi, c'est qu'il puisse y avoir un débat sur l'immigration de manière générale, de manière sereine, pas au moment où les échéances électorales arrivent, ou à qui va cracher le plus, et pas que cracher sur une communauté, mais la jeter en pâture. Oui. Donc ça veut dire, quand on voit quand même les attaques islamophobes de plus en plus et de plus en plus dures, je veux dire, là les gens c'est au quotidien qu'ils le subissent, quoi. Donc ça c'est la réalité de musulmans. Qu'on souhaite avoir ce débat-là, il n'y a pas de souci. Il faut l'avoir, il n'y a aucun problème. Et que tout le monde, tous les démocrates se mettent autour de la table et puissent avoir un débat et que ça prenne le temps que ça prend pour quelle politique veut-on. Il n'y a aucun souci. Dans ce débat-là, j'ai un peu le sentiment, la conviction, qu'on a banalisé comme ça des propos xénophobes. Si je veux encore être gentil, pour moi c'est des propos racistes. Donc tout à coup, un parti qu'on dit nationaliste, qu'on dit xénophobe, dont quand même des membres ont quand même des ancêtres qui n'étaient pas des côtés on va dire des résistants. Des gens quand même qui ont assisté à l'anniversaire d'un Bob Mass, donc c'est quand même pas un grand démocrate, des photos avec des Le Pen.
Et j'ai un peu le sentiment que, sous le couvert d'un débat qui peut être tout à fait légitime à avoir dans une société démocratique, on est occupé à banaliser la réalité d'un parti qui, ne veut que la mort de la Belgique. Moi, si je suis sénatrice, c'est parce que l'ANV a quand même réussi à s'attaquer à un outil aussi important qui faisait lien au niveau de ce qui est le Sénat et qui, pour eux, en 2025, doit disparaître. Il ne leur restera plus que la Chambre à ce moment-là. Donc c'est quand même un parti qui veut la destruction du pays, qui veut l'autonomie des Flamands. C'est quand même un parti qui vraiment dégueule les francophones de manière générale, avant déjà aussi d'étiqueter les étrangers de tous les mots, c'est aussi déjà les francophones, on est tous fainéants, on est tous... voilà. Et c'est quand même un parti qui a une politique de droite extrême, pour encore rester poli. Et donc, par rapport à un sujet, et comme par hasard, ils ont pris des postes qui ne sont pas n'importe lesquels, notamment le ministère des Affaires de l'Intérieur, notamment avec l'Office des étrangers. Et donc, leur vision de la politique de manière générale, elle est sécuritaire et elle est à établir des murs. Voilà, c'est simplement ça. Donc, il y a pas mal, quand on voit les études par rapport à l'impact déjà en termes de nombre, on sait très très bien, je n'ai pas les chiffres comme ça, mais les études sont là, on sait très bien que généralement, là où il y a des guerres auxquelles on participe quand même. Donc on est dans des coalitions qui, quand même, participent à jeter des bombes sur des gens. Moi, je rappelle toujours aux gens, quand on a eu malheureusement ces terroristes qui ont fait ce qu'ils ont fait chez nous, imaginez dans quel état nous on était. C'était un jour. Imaginez des gens, c'est tous les jours. C'est tous les jours des bombes, des familles éparpillées. Mais généralement, ils restent où? Ils restent dans les pays limitrophes. Le plus grand nombre est dans les pays limitrophes. Et on paye, parce qu'on critique la Turquie. En attendant, il y a plus de 2 millions de réfugiés en Turquie, et où l'Europe externalise sa politique de ce côté-là. Elle le fait idem par rapport au Maroc, où on paye des pays aussi comme le Maroc, etc., pour externaliser la politique d'émigration, mais surtout d'un point de vue sécuritaire. Et donc la NVA, elle, non, c'est juste, c'est pas du tout dans une optique d'avoir une réflexion qui dépasse la Belgique. Pour ça, il faut vraiment aussi avoir une politique européenne. Une harmonisation des pratiques. Je comprends l'appel de l'Italie, je comprends tout à fait l'appel de l'Italie, et tant qu'on ne donne pas des réponses, on permet au racisme de monter et d'avoir ce sentiment d'abandon. Donc c'est une politique européenne, mais une politique européenne que nous, et c'est ça aussi je me dis par rapport à un parti comme le Parti Socialiste, et les réactions, tout le monde les connaît au niveau du Parlement fédéral parce que c'est celui qu'on voit le plus, et les matières sont là, les réactions, elles sont hard par la simple raison que les seules réponses de la NVA par rapport à, c'est sous le couvert de la sécurité du pays, sous le couvert de l'envahissement, parce que c'est quand même des termes qui sont souvent des termes qui ont été pris à l'extrême droite. Donc le mythe... Contre le terrorisme, etc. C'est quand même des droits fondamentaux qui sont comme là mis à mal. Quand on voit la gestion qu'il en a fait Franken pour certains cas, c'est quand même en violation de conventions internationales que notre pays a signées, qui sont des conventions de droits de l'homme. Donc il y a un moment donné où ça doit quand même interpeller tout démocrate, qu'il soit de droite ou de gauche. Cette politique menée par la NVA est à la fois une politique de destruction du pays, parce que leur but c'est quand même à un moment donné se retrouver complètement autonome. De l'autre côté, c'est vraiment en termes de droits humains, mais même ici. C'est-à-dire, on le voit au niveau de la sécurité sociale, on le voit au niveau du social, des atteintes aux devoirs. Moi, je qui est assistante sociale, l'atteinte gravissime du secret professionnel. Et donc, moi, j'ai des gens, parfois, ils me disent, oui, mais Nadia, si les gens n'ont rien à cacher, je dis, mais c'est pas une question de cacher quoi que ce soit. Moi, quand j'étais assistante sociale, on a déjà la capacité, nous, en tant que travailleurs sociaux, que si on devait être témoin de quelque chose... Il faut modifier la Constitution. Non, l'organisme, non, tout est dedans. C'est-à-dire, le travailleur social, s'il devait assister à un moment donné ou savoir quelque chose qui pouvait être dangereux à la collectivité, est en droit de pouvoir aller voir de qui de droit. Mais de là à instaurer une obligation, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on casse la confiance. On rentre dans la dénonciation. Oui, dans la dénonciation et dans la délation. Et c'est ça que l'ANV est occupée à instaurer. C'est comme l'histoire de la police. On refuse, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des policiers. On veut des policiers de proximité. Parce que la police de proximité est celle qui a un meilleur lien avec les gens. Elle connaît les gens. Et donc l'attention, c'est comme nos agents de quartier avant, on n'en a plus autant. Et moi, quand je me rappelais, j'étais petite,
À l'agent de quartier, quand il y avait un des gamins du quartier qui faisait une connerie, il lui tirait les oreilles, personne ne lui disait rien. Mais il y avait un tel lien de confiance, de connaissance, et il évitait, pour lui, il évitait que le jeune ne puisse aller dans chose de plus grave. Il y avait un dialogue, même si on avait quelques brebis galeuses de ce côté-là, mais je veux dire, par rapport à la police de proximité qui était à pied, et donc la NVA, en camouflant le fait qu'elle ne met pas les moyens dans la police, parce que là, il faut les moyens humains, sinon c'est pas possible. Pas les moyens dans la justice, parce qu'on dit, ah, mais la récidive, il y a des jeunes, comme par hasard d'origine maghrébine, qui se retrouvent dehors et sont pas punis. Ben, si on met pas les moyens dans les services adéquats, que ce soit police, que ce soit au niveau de la justice, que les affaires puissent être jugées. Moi, je connais des jeunes, 5 ans après, ils ont été jugés. Mais pendant ces 5 ans-là, ils se sont remis en ordre, ils se sont formés, ils ont commencé un travail. Et puis on les rappelle alors. Ils se sont retrouvés en tôle. Et donc voilà, je me dis. Tout ça fait qu'on masque, et alors on fait opposer les plus fragiles entre eux. On fait opposer, ben oui, un policier en a marre parce qu'il voit un jeune qui l'arrête et puis 2 heures après il dort. Ben, il y a une frustration. Ça crée une mauvaise ambiance. Donc voilà, ça, des frustrations, et finalement, chacun. Donc la technique de diviser mieux régner, je pense que la NVA l'utilise assez bien, et donc et renvoie les responsabilités vers les plus fragiles. Justement, Nadia, quelle est votre conception d'un bon vivre ensemble? Parlons de tous ces problèmes, etc., qui menacent quand même ce bon vivre ensemble. Quelle est votre conception à vous? Mais je pense que, franchement, il n'y a pas mieux par rapport au vivre, c'est même pas du vivre, c'est vraiment le faire ensemble. C'est quand même triste que par rapport à des communautés qui sont là depuis plus de 40 ans, de parler encore d'intégration. On peut encore parler d'intégration socio-économique, je pense que ça on peut parler. Il y a le problème du chômage, il y a le problème qui se résorbe, il faut encore analyser le type d'emploi. Je pense que c'est plutôt de l'intégration socio-économique, parce que quand quelqu'un a un boulot, quand quelqu'un a un logement décent, il peut se projeter dans l'avenir, il peut, voilà, c'est... Je compare ça souvent avec certains jeunes que je connais, c'est un peu comme quand on parlait du Maroc, donc des diplômés qui tiennent le mur et qui n'arrivent pas ni pour se marier, tant qu'il n'a pas de travail, il ne sait pas se marier. On le vit un peu avec certains, ils le disent eux-mêmes, je ne sais rien faire. Mais intégration pour les primo-arrivants peut-être, et les demandeurs d'asile, mais pas par rapport à la 3e et 4e génération maintenant. Ouais, ces générations-là, elles sont là depuis longtemps. On ne peut plus parler d'intégration. Ces communautés-là, c'est plutôt... Les communautés qui sont là depuis longtemps, c'est plutôt recréer du lien. C'est vrai que la plupart de nos quartiers, moi je me rappelle quand j'étais petite, on avait des amis espagnols, portugais, belgo-belges, italiens. Beaucoup sont partis. C'est fini tout ça? Il y en a encore, mais beaucoup déjà étaient partis quand l'Espagne s'est améliorée avec l'Europe, etc. Beaucoup de jeunes étaient partis investir là-bas. Nos amis espagnols étaient partis pour ces raisons-là, pas parce qu'il y avait trop de Marocains dans le quartier, parce qu'on fait toujours croire ça. Non, ils étaient partis, puis les parents attendaient d'être pensionnés pour les rejoindre. Certains maintenant reviennent avec la crise qui est là-bas, mais moi je me rappelle très bien, ils sont partis, l'Espagne allait mieux, etc. Mais avec cela, c'est plutôt, avec cette communauté qui est là depuis longtemps, c'est plutôt retisser du lien, c'est mieux se connaître. Les quartiers changent, il y a pas mal de primo-arrivants, vous l'avez dit, il y a pas mal de primo-arrivants qui sont dans le quartier. Donc c'est retisser du lien, c'est la sensibilisation aussi. Et donc c'est tous les moments de rencontre possibles. Moi je le vois quand on fait les fêtes de quartier à Saint-Antoine et dans d'autres quartiers, le fait que les gens se mélangent, se côtoient, se connaissent, il y a des cuisines du monde qui sont là, fait que grâce à ça, c'est le fait de mieux se connaître. Tant qu'on ne connaît pas quelqu'un, on en a peur. Et la peur engendre quoi? Elle engendre la violence. Et elle engendre tout ce qui peut être négatif. Et ça, c'est vraiment provoquer les rencontres, voir aussi ce que les associations font. Hein. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui s'organisent et donc pouvoir y aller, être plus informé. Je pense aussi que les médias devraient un peu plus s'intéresser à ce qui se fait dans les quartiers. Dans les quartiers. Parce que là, vraiment, je pense qu'il y a un travail qui, dans l'ombre, se fait au quotidien et qui a besoin d'être soutenu un maximum, que ce soit au niveau d'être plus médiatisé, d'avoir la parole, parce que très souvent, c'est souvent les mêmes personnes qu'on entend, même négatives quand on parle de parti islam, hein, voilà, ce sont ceux-là qui ont souvent le micro, et pas ceux qui font du bon boulot et du positif et qui fait du lien. Nadia, vous êtes satisfaite de la politique menée par le gouvernement actuel? Au niveau fédéral? Oui. Dire oui, je mentirais. Je pense certainement que je suis pas une grande spécialiste de tout ce qu'ils font, mais je pense que malheureusement déjà le fait
le fait qu'il n'y ait qu'un seul parti francophone qui est le MR, je pense, a déséquilibré pas mal les choses. Voilà, donc déjà on sait très bien que les Flamands sont plus nombreux que nous, au niveau fédéral ça se répercute évidemment en termes de représentativité. Je pense que le MR ou tout autre parti francophone qui ferait la même erreur, c'est vraiment quelque chose de pas très... qui était quand même conséquent par rapport à la suite. Et donc c'est quelque chose qui a permis à la NBA d'imposer sa vision de la politique, ce qu'il souhaitait. Certainement que certaines facettes, le MR en était content parce que ça répondait à ce qu'il attendait, donc d'avoir une politique déjà économique beaucoup plus dure, donc qui avantage plus ceux qui ont plus de moyens et qui massacre un peu plus les plus fragiles. Donc on le voit bien par rapport sur les soins de santé, on voit bien ce qu'ils sont occupés déjà à avoir adopté et à préparer. Donc quand on voit Maggie Deblois qui veut renvoyer des malades de longue durée, je veux dire, avant que la personne ne soit malade de longue durée, c'est que vraiment il y a quand même des choses. Et donc, voilà, je pense que pour moi, en tout cas, et c'est pas le côté slogan socialiste contre des gens de droite, quoique on a quand même des projets de société complètement différents. On peut se retrouver sur certaines choses, mais pour le plus gros, on est complètement opposés. Je pense que c'est une politique qui est complètement antisociale, anti-étranger. Ça, que le MR le veuille ou ne le veuille pas, parce qu'on entend comme monsieur Ducarme. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure par rapport à un parti comme Islam, je pense que le cordon sanitaire doit pouvoir englober tous ceux qui sortent du discours démocratique et tous ceux qui tiennent des discours insultants, dégradants, xénophobes. Parce que quand on entend M. Ducarme régulièrement, quand on entend mon cher collègue à la région, M. De Stex, qu'on voit plus devant les plateaux de télé ou dans les articles que sur son banc du Parlement, pour moi, c'est tous des gens, pour moi, qui méritent que le cordon sanitaire s'étale jusqu'à eux. Donc pour moi, c'est vraiment, même dans nos partis démocratiques, c'est un travail aussi que chaque parti doit faire. Et c'est pour ça que nous, on est dans ce débat-là. Pour moi, évidemment, un parti comme le mien doit vraiment se recentrer totalement sur ses fondamentaux. Et je pense qu'on est dans une période où on n'a pas à avoir ni de langue de bois, ni honte d'être ce qu'on est, parce que je pense qu'on est à un moment crucial pour nos citoyens, et surtout les plus fragiles, d'avoir à la fois un vrai discours progressiste et de gauche, mais dans l'action aussi et dans les décisions qu'on prend. Alors Nadia, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose quelques phrases à compléter. Aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, devrait remettre complètement l'humain au centre de toute décision. Pour vous, Dieu est... Ah, Dieu. La tant croyante, donc... pour moi, Dieu, comme je l'ai toujours vécu, il est omniprésent et... omniprésent pour tout le monde, et chacun l'appelle à sa manière. Voilà, chacun lui donne un nom, chacun lui donne un qualificatif, et c'est ça qui est bien aussi. Être une femme politique aujourd'hui, c'est... Une femme politique, c'est un autre regard. La Belgique de demain sera diverse, riche de ça, et la plus paisible possible. Nadia Yousfi, merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à vous, en tout cas, pour cette invitation. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.